Bonsoir. C'est bon? Je vais vous présenter le travail que l'on essaie de mettre en œuvre, essentiellement dans le logement social. Enfin, le mot social me gêne un peu. Enfin, dans le logement dans sa globalité. On fait pratiquement que de ça parce qu'on pense que c'est là où le vrai combat de l'architecte doit et peut se mener. C'est là où il y a peut-être certainement le plus à faire. Et donc je vais essayer de vous expliquer nos premiers logements jusqu'à aujourd'hui, un peu ce fil conducteur, sachant que je ne suis pas un vrai architecte, je n'ai pas fait l'école d'architecture, donc je fais ce métier grâce aux autres. Hein. Et donc je vais vous présenter la première opération qu'on a réalisée. C'est une opération qui s'est faite dans la rue où j'habitais, car à une époque, pour moi, être architecte, c'était être architecte dans ma rue. C'était vivre dans mon quartier, et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire mes premiers logements en face de chez moi, dans ma rue. Ces logements avaient la particularité de s'incruster ou de se glisser dans un entrepôt en pierre désaffecté, à laquelle on a essayé de donner vie, ou de redonner vie, en incrustant 6 petites maisons en bois. Alors, je n'ai pas beaucoup de photos, hein. On voit le mur pierre à droite et les maisons bois décollées. Le but, c'était de fabriquer des maisons individuelles à l'époque où je voulais que tout soit prévu à l'intérieur. C'est-à-dire que dans ma première opération, j'ai eu la chance de dessiner des cuisines sur mesure, d'y intégrer, comme on le voit là, le four, la plaque chauffante, le frigo, le groupe aspirant. De même dans les salles de bain, c'est-à-dire que je voulais que les gens rentrent et n'aient que la clé à mettre sur la porte. C'est-à-dire ne pas se préoccuper de la douille à bout de fil, comment on aménage la cuisine, est-ce que les placards sont aménagés, est-ce que les salles de bain sont aménagées, etc. Et donc on a eu la chance de faire ça pour notre première opération, et puis ça ne s'est jamais reproduit pour plein de raisons. Et donc, on a réussi à glisser ces maisons, derrière ce mur en pierre, à l'intérieur de cet entrepôt, et redonner vie à un endroit qui allait perdre vie. Et ça redonnait du sens, puisque les gens, 25 ans après, d'ailleurs, cette opération a bien vieilli, a toujours son utilité. On avait même récupéré des vieux pavés des rues et des quais avoisinants. Et on avait essayé d'y mettre beaucoup d'envie et on avait essayé de faire des logements dans lesquels on pourrait nous-mêmes vivre. Hein. Nous-mêmes, on aurait plaisir à vivre. Voilà. Et donc, on voit son positionnement dans la rue Maurice, mais je ne pense pas que ce soit exactement celui-ci. Et vous voyez donc la Garonne en bas sur la droite. Donc, j'ai vécu et travaillé dans un quartier qui s'appelle le quartier Bacalan, qui est à côté du quartier des Chartrons, hein, qui était un quartier un peu oublié, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'avec la rénovation des quais, le tram et tout ça, c'est devenu un quartier différent. Je ne sais pas si les plans sont lisibles parce qu'ils sont vieux. Et donc là, on découvre le projet donc avec les 6 maisons accolées, avec chacune une terrasse au niveau du séjour. Le séjour se trouvant dans la partie haute de la construction pour aller chercher le soleil. En rez-de-chaussée, donc, on avait un grand garage, un endroit pour faire le cycle du linge qui n'est absolument pas prévu dans les logements d'aujourd'hui. Et avec cette entrée, un peu cet entre-deux qui donnait de l'intimité, qui donnait de la protection sur la rue. Parce qu'à l'époque, c'était un quartier un peu... Il faut savoir que quand j'ai fait cette opération, il y avait plus... Enfin, dans la rue où j'habitais, on devait être 2 ou 3 à vivre. Les gens avaient déserté ce quartier-là, puisque les dockers étaient partis, les bateaux étaient partis, il n'y avait plus d'activité. Hein. Et donc, c'était des rues un peu mal fréquentées. Donc, on avait gardé ce mur pour être un mur protecteur et on y avait laissé aussi les grilles qui existaient à l'époque. Et cet entre-deux était important parce que c'était un tampon entre l'agression de la rue et l'intimité recherchée à l'intérieur du logement. Au premier étage, donc, on avait 2 chambres, salle de bain. Et au dernier niveau, donc, comme je le disais, on retrouvait donc la partie séjour largement vitrée, donnant sur une terrasse. Et encore au dernier niveau, on trouvait une troisième chambre. Voilà. Une deuxième opération, je vais aller un peu plus vite, où là, on n'a pas récupéré le mur en pierre, mais la difficulté de cette opération, là vous voyez le plan du quartier, hein, dans lequel, sur 3 ou 4 rues, en l'espace d'une vingtaine d'années, on a greffé, on a incrusté, on a fait des choses qui ne se voyaient pas, des terrasses sur le toit,
On a fait une maison de quartier, on a fait du logement, des fois à 30 mètres de la rue, des choses comme ça. Et là, on avait fait un bâtiment un peu contemporain qui était dur pour l'époque, hein, qui aujourd'hui est un peu plus accepté. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième opération. On voit les plans, on voit les façades. Hein. Alors, pas d'innovation, là, hein, c'est du logement classique. D'ailleurs, je ne sais même plus si on peut innover ou inventer quelque chose dans le logement aujourd'hui. Et on passe à une troisième opération. Alors là, ce n'est pas du logement social, c'était pour un client privé. Hein. Et donc, il faut savoir que ce que vous voyez là, l'escalier, les choses comme ça, c'était des choses qui existaient parce que j'ai la particularité d'habiter dans un quartier où il y avait beaucoup de chais et d'entrepôts à vin. Ce sont des entrepôts qui font 8 mètres de large sur des fois 400 mètres de long. Et donc il y avait une vie comme ça invisible depuis la rue qui était là. Et donc j'ai récupéré l'escalier en bois, des vieilles menuiseries qui existaient, qui étaient les bureaux du négociant en vin de l'époque. Et tout ça, ça avait beaucoup de magie, beaucoup de charme. Et donc cette maison est à une vingtaine de mètres de la rue. On y va par une rue comme dans une sorte de médina. Et donc on est loin de la rue, loin de l'agression de la rue. Et ce sont des mondes à découvrir. On voit les plans. Et on voit l'entrée de la rue. On rentre par cette porte et on fait ce cheminement, on tombe sur la piscine et puis on découvre la maison que je viens de vous présenter. Et donc on a essayé dans notre quartier de garder la mémoire du lieu. On n'a pas été des architectes destructeurs ou avec la logique du bulldozer. Chaque parcelle qui avait une mémoire, qui avait une histoire, on a essayé de la conserver, de la mettre en valeur, de la faire revivre. Là, une opération aussi à côté de ma première opération de logement, à droite. À droite, vous avez l'opération dont je vous ai parlé, où on a gardé le mur en pierre de la façade, et c'est-à-dire qu'on ne voit pas qu'il y a du logement social derrière ce mur en pierre. Et puis là, on a fait une écriture contemporaine, puisque l'entrepôt était en mauvais état. Et là, on a refait 5 maisons de ville, un peu dans le même principe que les logements d'il y a une vingtaine d'années. Mais là, il y a une écriture un peu plus contemporaine, où bien sûr, on retrouve le séjour au dernier niveau, avec des terrasses, avec des écrans de verre de couleur comme ça, inclinés pour avoir la vue sur la Garonne de biais. Et au premier étage, on retrouve les chambres comme dans l'autre projet. Et au rez-de-chaussée, on retrouve aussi le stationnement et l'entrée en creux par rapport à la rue. Et c'est marrant parce que ces deux projets qui ont, on va dire, un peu les mêmes typologies, sont d'écritures complètement différentes. Alors les époques sont différentes parce qu'à chaque époque de notre vie ou de notre métier, on écrit les choses différemment, heureusement. La terrasse sur le toit, l'incrustation dans la rue, hein, ce moment un peu comme ça inattendu, et on voit les immeubles des quais à gauche, son positionnement dans la rue. Donc toujours des plans très simples, hein, ce sont des plans qui font en gros 6 mètres de large sur 8 mètres de profondeur. Et quand on dit 8 mètres, on a laissé 2 mètres pour la terrasse, ce qui fait que ce sont des plans qui font 6 par 6. Hein. Et cette trame de plans, on l'a répété souvent. Alors, vous allez me dire, mais ces plans, tels qu'on les voit aujourd'hui, l'accessibilité PMR n'est pas intégrée. C'est vrai qu'à l'époque, elle n'était pas intégrée, puisque ce sont des projets d'un certain âge. Sachant que si aujourd'hui on voulait faire ce genre de projet, on ne pourrait plus le faire non plus, hein, puisque l'accessibilité du séjour au dernier niveau sur la partie haute ne serait pas possible. Donc après avoir travaillé dans les 2-3 rues autour de chez moi, parce que au départ, et heureusement, j'avais aucune ambition, j'avais l'ambition que d'être un architecte de rue, j'ai travaillé un peu dans mon quartier. Et donc, dans un entrepôt dont je vous parlais tout à l'heure, d'un négociant qui faisait 400 mètres de long sur 15 mètres de large, ce négociant nous a vendu un entrepôt qui faisait 100 mètres de long. Et là, on a posé une vingtaine de maisons de ville, telles que vous le voyez là.
avec des typologies semblables, mais variables en hauteur, puisqu'on a le séjour au rez-de-chaussée, les chambres à l'étage, et si c'est un type 5, un autre niveau de chambre au-dessus. Et on a fait une sorte de médina contemporaine avec cette rue intérieure où les enfants jouent. La dernière maison est à 100 mètres de la rue. Et là, on a refait la ville sur la ville, c'est-à-dire qu'on a gardé la typologie de l'entrepôt, enfin sa façade de rue. Et derrière cette façade en pierre que l'on va découvrir, qu'on a conservée, on la voit, on a glissé donc ces 20 maisons sans qu'elles se voient depuis la rue. Et donc, on a pu intégrer en ville du logement social sans que ça perturbe la physionomie de la rue, sans que ça perturbe la quiétude des gens et sans que ça agresse. Parce qu'aujourd'hui, le logement, quand on doit faire une opération, ça agresse toujours les gens, ce qui est peut-être normal, qui ont des habitudes de vie, de tranquillité. Et c'est vrai qu'un chantier, ça dérange toujours. Et donc, on a glissé ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on rentre dans cette opération et qu'on va au bout du chemin, on est dans un autre monde puisqu'on est éloigné du brouhaha de la rue. On ne voit plus que le ciel. Et ça fait basculer dans une autre histoire. Et ce qui est marrant, c'est que ces entrepôts qui étaient prévus pour la vie du vin se sont transformés pour fabriquer la vie des gens. Donc en rez-de-chaussée, on voit que dans l'axe, il y a la porte du hall d'entrée. De part et d'autre, à droite et à gauche, il y a l'entrée et la sortie du parking. Et les autres portes, puisqu'on a gardé tous les percements, ce sont les accès poubelles et les accès locaux poussettes. Donc on s'aperçoit que la ville dans laquelle on vit a plein de possibles, que la logique du bulldozer peut être évitée, qu'on peut arriver à greffer, à superposer une architecture sur une autre architecture, conserver la mémoire d'un lieu, conserver la mémoire d'un quartier ou d'une ville. Donc les premières maisons, les deux premières maisons bien sûr sont retournées sur la rue, ont des grandes terrasses comme ça, avec un matériau que tout le monde affectionne à Bordeaux, c'est la pierre, qui rassure, qui donne de la qualité à tout ça. Et les gens vivent donc là, dans une sorte de hameau privé, dans une sorte de petit village, avec chacun sa maison à soi, puisqu'on rêve tous de notre maison à nous. Mais c'était vivre avec les autres sans être sur les autres. Et donc retrouver le sens d'être éventuellement propriétaire tout en étant locataire, le sens de l'intimité est très important, parce qu'on ne peut vivre avec les autres que si on est protégé, si notre intimité est préservée. Et donc des grandes terrasses qui permettent de faire des réunions de famille et de fabriquer la vie. Donc toujours une architecture qui ne se voit pas, qui s'insère, qui se greffe, qui se déroule comme ça, qui se faufile. Et toujours la typologie que je vous disais tout à l'heure, donc on n'a pas inventé grand-chose, 6 mètres 35 par 7 mètres, et donc on répète. Alors là, à l'inverse des autres maisons, le séjour est au rez-de-chaussée, puisque comme on arrive par le rez-de-chaussée, sur la dalle, je vais revenir à la coupe, et le parking faisant toute la surface de la parcelle. Et donc les séjours avec les terrasses sont au premier niveau. Et donc sur une parcelle qui fait 100 mètres de long sur 15 mètres de large, c'est-à-dire 1650 mètres carrés, on a fait un parking de 66 places. On avait besoin d'une vingtaine de places, mais ça a permis d'en libérer pour les gens de la rue, et 20 maisons de ville. Et donc tout ça, ça s'est fait sans que ça se voie. Et entre avant et après, c'est un peu la même chose. Et ensuite, on a fait d'autres choses, un peu plus contemporaines ou différentes. Ça, c'est une opération pour un promoteur privé, parce que le promoteur privé, c'est un combat difficile, mais il faut y aller, quoi. Et là, c'était des petits logements, et on les a fait largement vitrés, ce qui serait très difficile aujourd'hui aussi. Là aussi, des entrepôts où, en rez-de-chaussée, on a fait des locaux d'activité. Et à l'étage, le but, c'était de faire les logements des artistes qui travaillaient en rez-de-chaussée, avec toujours ce que vous avez vu avant, ouvrir le toit, faire entrer la lumière, la terrasse, l'intimité, et vivre une vie un peu secrète, un peu intimiste, et protégée par ce grand mur en pierre. Je passe sur les plans qui sont de faible qualité. Là, c'est une opération qu'on a fait il y a 2 ans, dans une rue comme ça un peu désaffectée, où on voit qu'il y a eu
plein de choses un peu démolies, des blessures. Et là, on avait la difficulté de faire 12 maisons de ville, 2 x 6, avec toutes les problématiques qu'on commence à rencontrer dans nos quartiers, c'est-à-dire l'inondabilité. Pas encore les PMR, parce que c'est un projet, le permis de construire, on l'avait déposé en 2005. Mais la difficulté de faire 12 maisons de ville à coller, et qu'il y ait de la variation, et que chacun ait une maison peut-être un peu différente de l'autre. Et donc on a coloré un peu tout ça, on a bien sûr mis les parkings et les entrées en rez-de-chaussée, on a caché un peu les voitures, on a fait toujours différemment peut-être des logis en creux, des séjours avec de la lumière puisqu'on était exposé plein sud, des logements sur le toit aussi avec des grandes terrasses. Et donc on a essayé de fabriquer du logement dit social qui ne ressemble pas forcément à du logement social, ou du moins qui n'en a pas la connotation négative. Enfin, on l'espère. Voilà, et toujours son positionnement par rapport à la Garonne. Et donc, on voit bien que dans ce quartier, on a respecté un peu la morphologie des entrepôts, ces constructions en lanière comme ça qui s'étirent, qui ne sont pas profondes, qui font maximum 8 mètres de large. On le voit là d'ailleurs. Et là, la difficulté, comme dans les autres opérations, mais on n'avait qu'une seule orientation possible sur la rue, c'est-à-dire au sud, puisque sur l'arrière, on ne pouvait pas s'ouvrir. Sur les pignons non plus, parce que là, il y a une voie nouvelle à gauche. Et donc, avec une seule orientation, essayer de faire des choses qui soient lumineuses, qui soient vivables et qui permettent d'habiter. Toujours un peu le même principe de typologie. Alors, vous allez dire, je me répète, mais c'est difficile d'inventer. Là, une opération pour un promoteur privé qui est Bouygues, donc là, difficile. C'est un challenge qu'on a essayé de mener à bien. On a eu peur de ne pas arriver au bout. On y est arrivé, ça a été un combat, mais bon, l'architecture est un combat au quotidien. Alors là, on le voit, mais on le verra peut-être après, toujours pareil, la conservation de la façade en pierre, surélévation, fabrication de terrasses sur le toit avec la vue sur la Garonne. À l'intérieur, on le voit, il y a des murs en pierre de part et d'autre. C'était les murs en pierre d'un entrepôt existant qui faisait 8 mètres de large. On a enlevé le toit, on a fait rentrer la lumière, on a fait une sorte comme ça de respiration, de mailles plantées où s'ouvrent des excroissances des séjours à droite en couleur, avec des variations un peu différentes, des profondeurs différentes, et à gauche, des extensions de terrasses, des logements en rez-de-chaussée. Et donc là, on vit aussi dans une sorte de médina contemporaine. C'est une parcelle qui fait 50 mètres par 50 mètres, c'est-à-dire 2500 mètres carrés. Et 2500 mètres carrés, on va dire, c'est peut-être la surface d'un terrain, d'une maison en banlieue. Et là, sur 2500 mètres carrés, on a réussi à poser, à greffer, à incruster 51 logements sans que ça se voit trop depuis la rue. Et donc, on s'aperçoit qu'on peut faire des choses sans détruire la ville, en la recomposant sur elle-même. Donc, toujours la conservation du mur en pierre, la vie derrière ce mur en pierre, refabriquer une deuxième façade, les excroissances des séjours, une rue arrière, parce qu'il a fallu recréer des rues aussi, le principe des beaux windows vitrés, avec des films de couleurs, opacifiants ou pas, pour retrouver l'intimité, parce que ces boîtes vitrées, c'était intéressant esthétiquement, mais si on n'y réglait pas le problème de l'intimité des uns vis-à-vis des autres, c'était pas tellement jouable. Et on voit que les gens les vivent à peu près bien. La façade rue, où on retrouve donc la façade en pierre conservée, les surélévations des séjours des triplex avec la vue sur la Garonne. Et surtout, cours du Médoc, donc on a gardé la physionomie de la rue, en greffant, en superposant comme ça un moment d'architecture, sans que ce soit des plus agressifs. Là, on voit son intégration depuis les quais, avec l'immeuble à gauche, qui est en façade des quais, et son plan de masse.
des visions du projet. On s'aperçoit qu'il y avait 5 entrepôts de 8 mètres de large et que devant, il y avait une autre parcelle qui faisait 16 mètres de profondeur où se trouvaient 2 entrepôts. On a fabriqué des typologies, on avait une quinzaine de typologies différentes et l'une des plus difficiles a été celle-ci parce qu'on a fait des types 5 qui font 4 mètres de large, 3,95 sur 20 mètres de long. Est-ce que c'était vivable? Ça l'a été parce qu'on a recréé un puits de jour à l'intérieur du logement avec le beau window à droite, la double terrasse, et ils se sont tous vendus. Mais c'est vrai que quand on voit un plan comme ça, surtout chez Bouygues, 3,95 m de large ou 3,50 m entre murs sur 20 mètres de long, c'est injouable, quoi, c'est invendable. C'est-à-dire que le commercial explique qu'il ne sait pas vendre ça parce qu'il n'a jamais vu ça et puis il ne pense pas que ce soit possible. Hein. Puis finalement, ils sont très agréables à vivre, même s'ils sont particuliers. Donc, en troisième point, donc, fabriquer du logement dans ma ville, hein, puisque du quartier, on passe après à la ville. Donc là, on ne se réfugie plus derrière le mur en pierre, on ne conserve plus, on est sur des territoires où il n'y a rien. On essaie de marquer, de signifier, de valoriser, de donner une identité forte à ces logements qu'on dit sociaux, qui ont une connotation, on va dire, négative. Et on se dit, on va essayer de fabriquer des bâtiments, peut-être avec prétention, hein, mais dans lesquels les gens vont être valorisés, vont être fiers peut-être d'aller vivre et n'auront pas honte. Mais bon, ce sont des mots. Hein. Donc là, c'est une opération où on a mis le stationnement en rez-de-chaussée. Au premier étage, il y a 800 mètres carrés de bureaux. Et tout au-dessus, on a 5 étages de logements traversants avec des boîtes en béton qui sont des excroissances, des loggias. Et on a aussi essayé de faire intervenir un artiste peintre qui a fait des collages comme ça de dessins un peu naïfs, un peu enfantins, pour faire entrer la peinture dans ce monde. Et donc là, cette opération se situe dans un quartier, le quartier du Grand Parc, où à gauche, on voit l'esprit des tours qui ont été bâties à l'époque, qui sont quand même très intéressantes en termes d'architecture, hein, même si elles ont 50 ans. On voit le rapport des deux projets. L'intégration, ou du moins le positionnement dans le quartier sur ce rond-point. Je ne sais pas si la qualité des... Donc de la couleur, de la gaieté, de la couleur dans les produits verriers parce que on le voit avec la lumière et le soleil, on a des effets qui se produisent. Des grandes coursives qui sont des terrains de jeu pour les enfants, qui sont des endroits de rencontre. Mais ces coursives sont aussi décollées des façades pour ne pas être gênants, pour préserver l'intimité des gens. C'est ce qu'on voit sur cette image. Il y a ce vide et la lumière qui arrive d'en haut, puisque la lumière arrive d'en haut et arrive aussi depuis les façades. Et son positionnement dans la ville. Le plan, donc avec ces grandes loggias, ce sont des logements traversants. La coupe avec le parking, les bureaux au premier étage et les logements qui se développent au-dessus. Ensuite, on a fait des bâtiments aussi, des logements pour un autre promoteur privé Fradin à la Bastide, des logements qui sont vitrés parce qu'ils sont sur la Garonne. Hein. C'est des logements qu'on a fait en 2000, c'est-à-dire il y a plus d'une dizaine d'années. Là, c'est une autre opération pour un bailleur social à Quitanis, où là, on retrouve toujours le principe des coursives décollées pour faire entrer la lumière depuis le haut. Là, on le voit sur cette image. Hein. Toujours des coursives généreuses, des coursives avec de la couleur, de la gaieté, qui peuvent favoriser les moments de rencontre. Hein. Donc là, on a intégré du bois aussi pour donner un côté un peu plus chaud, un peu moins agressif. En rez-de-chaussée, donc toujours... là, il devait y avoir un parking, c'est plus un parking, ce sont des locaux d'activité. J'ai 2 fois la même image, oui.
Voilà. Là, une autre opération à côté enfin dans le quartier de la Grenouillère, on était une huitaine, enfin 8 architectes à avoir travaillé sur cette parcelle, chacun a fait son projet. Donc là, en rez-de-chaussée toujours, parce qu'on est en zone inondable à Bordeaux, du stationnement. Au premier étage, les pièces de séjour et au-dessus, donc, les chambres qui se développent sur 1 ou 2 niveaux en fonction des typologies. Donc on essaie, même si c'est difficile, d'avoir toujours pour chaque projet une écriture, enfin on essaie d'avoir une écriture un peu différente, même si ça se recoupe. Parce que la difficulté quand on fait du logement, c'est qu'on a tous un peu les mêmes programmes, les mêmes budgets, et quand on passe son temps à en faire, à un moment donné, il est difficile de produire différemment. Là, c'est un projet qui est en cours sur les bassins à flot, à côté de la base sous-marine. Et là, on a eu l'idée de faire du logement dans des sortes de silos, puisque à côté de cette opération, il y a des silos qui existent. Hein. Et sur l'arrière, il y a une autre opération un peu différente. Et les deux font partie du même projet. Donc des grandes loggias, des grandes percées visuelles sur la ville et sur ce territoire qui est quand même très intéressant. Je défile vite. Les plans dont je vous parlais, les plans silos. Alors là, dans les silos, bien sûr, ce n'est pas du logement social, hein, c'est du logement pour de l'accession privée. J'ai pas voulu dessiner de plan. J'ai pensé, et j'en ai parlé avec le promoteur, que les gens, quand ils achetaient des appartements à ce niveau-là, il valait mieux leur livrer des surfaces brutes, car ils étaient plus à même de façonner eux-mêmes leur logement en prenant un architecte, un décorateur d'intérieur, etc. Et donc de faire des sortes de lofts où les gens pouvaient, à leur guise, décliner le logement qu'ils souhaitaient. Là, c'est dans le Vieux-Bordeaux, dans le secteur sauvegardé, donc là, c'est difficile parce que là, on est soumis à la vigilance de l'ABF, même s'il est quelqu'un d'intelligent et de pertinent, c'est jamais évident. Et donc là, c'est du logement social à Idomo-France, avec toujours une double façade comme ça, un peu filtre. Là, il y a avec des éléments de tableaux en pierre qu'on décline de manière dégressive ou aléatoire. Et puis, à un moment donné, il a fallu aller faire du logement ailleurs, puisque travailler dans sa ville, c'est bien, mais ça ne dure qu'un temps. On s'épuise, on manque de respiration. Et puis ailleurs, c'est toujours mieux. On découvre des villes, on découvre des gens, des nouvelles ambiances, de nouvelles façons de vivre. Donc là, à Bayonne, ce sont une opération de maison en bois, puisqu'il y a eu cette période, vous savez, où chaque projet devait être en bois. Et donc là, on a essayé de fabriquer 39 maisons en bois, individuelles, décollées les unes des autres, sur pilotis, parce qu'on avait l'utopie au départ de penser qu'un jour, comme le terrain était très beau et très intéressant, il pouvait être démontable et qu'on pourrait retrouver le terrain d'origine. Ce sont des rêves d'architectes ou des pensées d'architectes, mais qui ne peuvent pas vraiment se concrétiser. Hein. Et donc là, on a essayé de fabriquer une sorte de petit village en bois, avec des maisons qui cohabitent les unes avec les autres, les unes à côté des autres, posées comme ça sur ces pilotis pour leur donner un peu d'élégance, un peu de légèreté, et pour les insérer un peu plus dans la végétation. Donc là, on est loin de la conservation du mur en pierre, c'est autre chose. Hein. On retrouve toujours la même typologie de cette boîte qui fait 6 par 6. Hein. Là, c'est à Paris, pour Paris Habitat. On devait faire des logements et une crèche en rez-de-chaussée, donc il y avait la difficulté des deux programmes un peu différents et puis des problèmes de sécurité. Donc là, vous voyez la crèche qui se développe en rez-de-chaussée sur la partie arrière de l'immeuble et qui donne sur un jardin de la mairie de Paris. Au nord, donc, on a fait une sorte de double façade vitrée pour faire un tampon thermique, un tampon phonique sur la rue.
Donc on a fait cette façade vitrée qui permet de donner du sens à cette façade au nord, parce que les gosses peuvent jouer un peu comme ça, comme dans un couloir de bateau. Et au sud, on a une maille en alu qui est pérenne, qui permet de filtrer la lumière comme ça, avec des grandes loggias qui sont très profondes et très profondes et très larges, et qui permettent d'avoir une vraie vie. Le plan, en rouge, c'est le côté sud, et en jaune, c'est le côté nord sur la rue. Remaison en bois à Mont-de-Marsan, où là, on a fabriqué des maisons un peu différentes qu'à Bayonne. La particularité de ces maisons, c'est que, comme dans un village de pêcheurs, les maisons sont à 1,50 m les unes des autres. On le voit sur le plan de masse. Les maisons sont très près les unes des autres et on a plein de ruelles comme ça. Et c'est une sorte de grand village dans lequel on peut se perdre. Avec toujours des maisons en L comme ça pour refabriquer une terrasse repliée sur soi-même, avec une grande baie vitrée du séjour qui donne dessus. Des clôtures en bois et donc toujours cette terrasse refermée, cette recherche d'intimité, avec des volumes en porte-à-faux, ce qui n'est pas évident en bois. Et on le voit, cette cohabitation un peu difficile, hein, puisqu'on est très près les uns des autres, avec de la couleur aussi pour différencier un peu tout ça. Et on voit le plan de masse qui est très particulier. Hein. Des principes de typologie. Alors là, on n'est plus dans le plan 6x6. Hein. Dans cette opération, il y a 80 logements. On a fait du type 1, du type 2, du type 3, du type 4, du type 5 et du type 6. C'est-à-dire qu'on a fait toutes les typologies possibles, déclinables aujourd'hui. C'est la première fois que ça nous arrive, ça sera certainement la dernière. Mais c'était marrant à faire parce que c'était particulier. Puis on a trouvé un maître d'ouvrage qui nous a permis ou qui nous a laissé faire par inconscience ce qu'on avait envie de faire. Ça, c'est à Arès, mais c'est un vieux projet des années 90, avec cette double façade en bois filtre. Les projets en cours à Rennes, pour des promoteurs privés aussi, donc c'est toujours un exercice difficile, un combat perdu d'avance, mais qu'il faut mener. Des plans pas très intéressants, puisque quand on travaille avec eux, pour ne pas partir dans des combats inutiles, il faut se servir de leur typologie pour les rassurer au point de vue coût de travaux, au point de vue commercial, et avec leur typologie qu'on assemble, on essaie après de fabriquer une écriture architecturale qui a un peu de sens, du moins pour nous. Là, c'est à Toulouse, pour un promoteur aussi, qui est une filiale de Bouygues. Tout ça, ce sont des projets en cours. Hein. Là, c'est à Paris, pour Paris Habitat, où là, on a trois bâtiments qui font 80 logements, une bibliothèque, une crèche qui fait tout le soubassement, puisqu'à Paris, quand on fait du logement, en général, Paris Habitat ou les autres organismes, quand ils font du logement, ils essaient toujours de mettre un bâtiment public en rez-de-chaussée, soit crèche, soit halte garderie, soit une école. Hein. Les vues intérieures de la crèche. Il y a toujours la difficulté d'avoir une protection de 8 mètres minimum par rapport au logement. Là, une opération, c'est dommage, je ne vous ai pas apporté les photos, qui est presque réalisée à Boulogne, où la difficulté, c'était pour I3F, le plus gros bailleur social en France, de fabriquer ce bâtiment en rouge et noir, avec une façade arrière très colorée, avec des balcons comme ça découpés. Mais les images que vous avez devant vous, la réalité, à part celle-ci qui est idyllique, hein, mais il y a la pergola en bois, il y a le caillebotis en bois sur la terrasse par contre. Et là, je n'ai porté qu'une image, alors que j'aurais dû en porter d'autres, mais je n'ai pas eu le temps, où on voit tous ces balcons découpés différemment, comme ça, avec des couleurs un peu différentes.
avec des logements tous un peu différents, 5 logements par palier, des découpes de logements un peu différentes, travaillées, sculptées un peu. C'était très dur à mettre en œuvre parce que le maître d'ouvrage n'acceptait pas le rouge, donc ça a été des discussions, comme pour tout, quoi. Et à l'arrivée, on est heureux de ne pas s'être trompé parce qu'on a toujours le doute, hein. Et à l'arrivée, on se dit que ça fonctionne. Ça, c'est à Toulouse, c'est un projet qui est en cours aussi, on livre le chantier au mois de mai. Là aussi, donc, il y a cette double façade de filtre avec des lithos bois, des lames de couleur et une écriture, on laissait un peu contemporaine. Des petites typologies aussi, parce que on a des T3 qui font 55 mètres carrés, mais avec des grandes terrasses qui permettent aux gens qui vivent petitement, mais avec un confort d'usage, d'avoir des grandes loggias au sud. Là, c'est à Saumur, c'est une quinzaine de maisons en bois. On en est au stade de l'appel d'offres et c'est difficile parce que c'est une petite opération. Et faire du bois à Saumur, ce n'est pas très pertinent. Donc on ne trouve pas forcément d'entreprise pour faire ça. Je ne vois pas très bien. Ça, c'est à Florac. On a gagné un concours où on a posé comme ça sur des échasses les logements à 6 mètres de haut pour la simple raison d'avoir la vue sur l'étang, parce que la particularité, cette opération est dans une rue où toutes les autres opérations sont au sol. Cet endroit s'appelle les étangs, mais l'étang, on ne le voit jamais, quoi. Et nous, plutôt que de faire comme à côté, on a préféré mettre les logements en hauteur, comme ça, pour avoir la perception de l'étang. Avec des logements à double orientation, hein. Le séjour et la cuisine largement vitrée. On retrouve des terrasses intérieures avec du caillebotis au sol, comme vous le voyez, hein, pour faire un puits de jour qui remet de la lumière. Parce que comme les logements sont épais, ça fait 15 mètres de profondeur, la difficulté, ce sont les parties centrales de ces logements, hein. Comment on fait rentrer la lumière, comment la vie se fabrique, hein. Là, c'est à Sedan. C'est un peu dur parce que là, je suis tombé sur un maître d'ouvrage, un bailleur social, avec des idées très arrêtées. D'ailleurs, vous allez voir, les logements qu'on fabrique sont des logements qui n'ont aucun intérêt. Puisque dans ces logements-là, un gosse de 3 ans pourrait les faire. En plus, on nous a supprimé les ascenseurs comme c'est en R+3 pour économiser des charges, ce qui part d'un bon sentiment. Mais enfin, quand on a des enfants et les courses à monter, le 3e étage, des fois, est un peu lourd à vivre. Mais pour arriver à faire cette opération, pour ne pas abandonner, pour ne pas abdiquer, on a pris les logements, les typologies qui convenaient au maître d'ouvrage et on a essayé d'y remettre une peau dessus qui rende tout ça un peu plus agréable. Et on a réussi, puisqu'on a fait un compromis avec lui, prendre ces typologies, de remettre des grandes loggias vitrées au sud. Vous allez voir le plan des logements. C'est affligeant des fois, hein. Parce que dans ces logements, il n'y a plus rien. Il n'y a pas le cycle du linge, il n'y a pas le cellier pour mettre tout ce qui déborde dans les logements. On le voit là. Bon, alors on peut y vivre, hein. Mais bon. Alors si le côté intéressant, là, il voulait qu'il n'y ait que 2 logements par cage d'escalier, parce que comme c'est un peu tendu là-bas, c'est une zone un peu difficile, il ne voulait pas qu'il y ait plus de logements. Alors des fois on tombe sur des maîtres d'ouvrage qui veulent 6 ou 8 logements par cage d'escalier, puis là, il en fallait que 2. Là, c'est pour un promoteur privé, c'est pour Promogym à Paris. Je défile parce que je répète un peu les mêmes choses. Alors là aussi, la particularité, quand on travaille pour un promoteur privé, le combat, il est difficile, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Et là, ce qu'on a fait, on a repris aussi ces typologies, parce que ça lui permettait de savoir à quel prix on pouvait les construire.
ils savaient qu'ils pouvaient les vendre. Et nous, finalement, on intervient sur la tranche de 30 cm en façade, hein, puisque notre moment à nous, il se situe sur la limite extérieure du projet, hein, pour faire une sorte d'enveloppe qui vient habiller ces typologies qui n'ont pas trop d'intérêt. Là, c'est à Clermont-Ferrand, c'est un peu plus intéressant. On a fait comme ça un projet qui se déhanche. Et qui s'inscrit dans une parcelle comme ça étroite. À gauche, il y a Clermont-Auvergne qui a fait des logements dans lesquels, quand on les voit, on n'a pas forcément envie d'aller vivre. Et on voit un peu l'intégration du projet dans ce site. Là, on voit des logements avec toujours ces doubles pots, ces loggias qui donnent de la vie, qui permettent d'agrandir les surfaces de logement qui sont de plus en plus petites, de permettre de vivre dehors l'été. Et le serpentin dans lequel les loggias comme ça s'élargissent, se rétrécissent en fonction des typologies plus ou moins grandes. Alors, la problématique aujourd'hui, c'est qu'avec les nouvelles normes PMR, on fait des logements qui sont plus grands, mais qui, en termes d'utilisation, n'en ont pas davantage qu'avant, puisqu'on perd beaucoup de surface dans les toilettes, dans les salles de bain et dans les cuisines. Fabriquer du logement en hauteur de main, peut-être. Donc là, on a un projet d'une tour de bureaux et de logements à Bordeaux. Donc on mixte les fonctions, ce qui donne du sens un peu à ce genre de programme. Hein. Là on voit le plan des logements qui sont positionnés au-dessus des bureaux. Les logements, ce sont cette partie haute avec ces panneaux dorés repliables. Et là on est à 50 mètres de haut. La limite de l'IGH, là on a un autre projet un peu différent. C'est les plus petits logements. Là c'est un concours qu'on est en train sur lequel on participe, quartier de la Gare Saint-Jean, où là on fait une tour multifonction, dans lequel il y a un hôtel, un restaurant, une crèche, des bureaux et pas beaucoup de logements. On est à 61 mètres de haut. C'est vrai que c'est intéressant de travailler la hauteur. Le plan est tout petit, mais ça donne du potentiel, la hauteur. Alors je défile vite parce qu'on sort du cadre du logement, bien entendu. Hein. Là, c'est la vision de la crèche, les chambres d'hôtel, avec ce plan un peu particulier qui va chercher la vue sur la Garonne, et le restaurant panoramique au dernier niveau. Après, il y a dans toute vie d'architecte des projets qu'on n'a pas pu faire. Hein. Et donc là, c'est quelques projets que l'on aurait aimé réaliser, mais qu'on n'a pas fait parce qu'on ne les a pas gagnés. Ça nous a évité de faire des bêtises. Là, c'était à Paris, avec des plans un peu particuliers. Hein. La vue sur la Seine. Là, c'était pour la RIVP. Là, c'était pour la SIAMP, du logement étudiant. Là, c'était à Étré, du côté de La Rochelle. Là, on avait 8 logements par cage d'escalier. Donc, c'était un exercice un peu difficile de faire cohabiter tout ça. Là, c'était à Sceaux. L'avantage de notre métier, c'est qu'on peut des fois avoir la chance de voyager beaucoup. C'est bien parce qu'on fait des rencontres, on voit des villes nouvelles. Quand je suis allé à Sedan, j'ai découvert qu'à Sedan, il y avait le plus gros château fort d'Europe. Et c'est un bâtiment impressionnant.
Là, c'était pour, je me souviens plus, pour la Siembre aussi, pour ICF. Donc, il faut en perdre beaucoup pour en faire un peu. Je défile. Là, c'était des maisons en bois aussi qui étaient très intéressantes par leur morphologie, leur découpe. Là, c'était au Mans. Là, c'était aussi du côté de Bayonne. Là, c'était un collectif comme ça, en cercle. Là, c'était La Rochelle. Ça, c'était à Pantin. Et à la fin, je finis par un petit film que je vais vous laisser découvrir. Parce que la particularité de notre métier, finalement, c'est qu'on travaille pour des gens qu'on ne rencontre jamais. Et je me suis efforcé chaque fois que je l'ai pu, surtout dans mon quartier, d'aller revoir les gens pour qui j'avais travaillé, pour savoir comment ça se passait. Alors là, dans ce film, par hasard, on les a rencontrés sur le lieu du tournage. Et ce moment de rencontre nous fait prendre conscience que notre métier peut aider les gens à mieux vivre, que ça a vraiment un vrai sens et que c'est un combat qu'il faut mener pleinement. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée.